Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame la Directrice, de votre accueil dans le cadre de l'Institut culturel italien de Marseille et de la collaboration que vous proposez à l'exposition qu'avec Stéphane Mourlane et les archives de la ville de Marseille, nous avons organisée et intitulée Marseille l'italienne. Également, cette exposition s'appuie également sur la publication d'un livre, Marseille l'italienne, même titre, qui présente un certain nombre de contributions sur la longue histoire de la trace qu'a pu laisser dans la ville de Marseille depuis le Haut Moyen-Âge la présence italienne, les Italiens, les activités italiennes jusqu'à l'époque contemporaine, puisque les Italiens y sont toujours extrêmement présents et actifs. Dans cette exposition et dans cet ouvrage, il m'est apparu que nous n'avions pas traité un certain nombre de questions, ou d'objets, ou d'événements, et qu'un particulièrement intéressant pour essayer de comprendre les rapports franco-italiens était l'arrivée de Marie de Médicis, Maria dei Medici, la nièce du grand-duc de Toscane Ferdinand Ier, lorsqu'elle arrive à Marseille, le 5 novembre 1600. C'est un événement qui en apparence est très connu. Si vous consultez les pages consacrées sur Internet à l'événement, vous en trouvez des dizaines et des dizaines, mais toutes ne tournent qu'autour d'un seul document que vous connaissez sûrement, qui est ce merveilleux tableau de Pierre-Paul, appelons-le Peter Paul Rubens, qui est justement l'arrivée, le débarquement de Marie de Médicis à Marseille le 3 novembre 1600. Ce tableau fait partie d'un ensemble tout à fait monumental qui a longtemps été conservé au Palais du Luxembourg et qui est actuellement au musée du Louvre et qui a été commandé par la reine elle-même, Marie de Médicis, au début des années 1620, à un moment où elle est politiquement un petit peu en difficulté et essaie de redorer son image. Alors, le tableau est-il un document historique? À certains égards, bien évidemment. À d'autres égards, il nous dit peu de choses sur ce qu'a été réellement cet événement. D'où je me suis replongé dans la littérature historique, dans les témoignages de l'époque, dans les archives de la ville de Marseille, très précieuses à ce sujet, et j'ai essayé d'y voir un petit peu plus clair et je me suis rendu compte que c'est un événement très très mal connu. Alors de quoi s'agit-il? Autre tableau de la série de Rubens, Henri IV, derrière lui Minerve, la déesse de la guerre, regarde attentivement le portrait d'une jolie jeune femme tenue par deux anges, avec au-dessus, en surplomb, alors disons Jupiter et Junon, si on prend la terminologie latine, encadrés d'un aigle et d'un paon, leur symbole, qui examine comment Henri IV prend connaissance de la personne qu'il a choisie ou qui lui est destinée comme épouse. En effet, vous le savez sûrement, Henri IV, roi de Navarre, prince protestant, avait épousé le jour de la Saint-Barthélemy, en 1572, la sœur des rois de France successifs, François II, Charles IX et Henri III, Marguerite de Valois, plus connue sous le nom de la reine Margot, le roman d'Alexandre Dumas, suffit pour remettre cela dans la mémoire. De ce mariage n'est née aucune descendance. Le nouveau roi de France, Henri IV, est officiellement roi de France depuis la mort d'Henri III en 1589, n'a pas de descendant mâle lui permettant d'assurer la succession sur le trône. Ses relations avec la reine Margot sont plus désormais qu'inexistantes et vous connaissez le surnom d'Henri IV, ses liaisons sont nombreuses, notamment à ce moment-là, dans les fins des années 90, avec Gabrielle d'Estrées, dont il a eu plusieurs enfants, et qui espère bien, un jour ou l'autre, devenir son épouse. Elle est noble, mais pas de très grande noblesse, et surtout pas d'une famille étrangère, d'une famille souveraine étrangère qui permettrait d'assurer à la France des alliances. 1598, l'édit de Nantes, la France rentre dans une période de relative stabilité et de calme, de paix, et Henri IV peut envisager ce problème de la succession et de l'assurance de sa dynastie sur le trône de France et examine la question d'un nouveau mariage. Marguerite de Valois n'a pas trop de difficultés à s'accorder sur la renonciation de son mariage. L'argument invoqué auprès du pape pour annuler le mariage est le fait que durant le mariage, Marguerite de Valois
n'aurait pas manifesté son consentement. Vous savez que pour l'Église, à la différence des États, ce n'est pas l'accord des parents qui vaut pour légaliser un mariage, mais c'est le consentement des conjoints. Et ce consentement doit être publiquement échangé devant le prêtre. Et donc c'est l'argument. Et le pape, lui poussé par d'autres raisons, étant donné surtout qu'il joue certaines pièces italiennes, est prêt à assurer l'annulation du mariage, ce qui est fait à la fin de 1599. Très rapidement, toute une série de négociations s'engage. Un premier contrat de mariage est signé à Paris en mars. En avril, il est publié à Florence, signé à Florence. Toute une série de démarches, ambassadeurs, personnalités diverses partent à Florence. Le roi de France, depuis très longue date, ne sort jamais de son territoire, hors cas de guerre. Le franchissement des frontières pour un souverain français, c'est un signe d'une guerre avec une puissance voisine. Henri IV, donc, n'ira pas à Florence. Et donc, on va assister à un mariage par procuration. Donc, le mariage par procuration a lieu après toute une mise en place le 5 octobre, donne lieu à des fêtes que je vais préciser. Marie de Médicis quitte Florence à la mi-octobre, passe par Livourne. Le voyage est assez long parce que la mer est mauvaise. Et justement, le 3 novembre, dans l'après-midi, elle arrive à Marseille. Alors, qui est cette princesse ? Vous avez vu Henri IV regardant son portrait. On n'a pas de portrait exactement à l'époque, mais je vous en propose deux. Une où Marie de Médicis est un peu plus jeune, à gauche, c'est un portrait italien de Santi di Tito, qui est conservé au musée des pierres dures de Florence actuellement. Vers 1590, je dirais volontiers quelques années de plus. À droite, au contraire, un portrait en majesté, c'est la reine de France cette fois-ci, qui est bien présente. Vous remarquerez que toute une série d'éléments vestimentaires sont à peu près les mêmes, les boucles d'oreilles semblent même les mêmes. C'est un portrait de Franz Pourbus, le fameux peintre flamand, conservé actuellement à Bilbao, mais qui vous donne une idée. Alors c'est désormais une reine qui a donné un héritier, Louis, puisqu'elle donne naissance dès 1600 à un héritier mâle à la famille française. Donc c'est une mère, c'est une reine, donc c'est un portrait en majesté très différent du portrait précédent. Voilà un peu de qui il s'agit. Alors, qui est cette Marie de Médicis ? Je pense que le nom est assez connu, mais qui est-elle exactement ? D'abord, c'est quelqu'un qui, pour l'époque, est d'un certain âge. Elle a 25 ans en 1600. Dans l'aristocratie, dans les familles royales, les mariages, l'âge des femmes est un âge beaucoup plus précoce au mariage. C'est plutôt entre 17, 18, 20 ans que le mariage se fait. Alors que Henri IV, lui, il est né en 1543, Henri IV a 47 ans. Ce décalage est tout à fait banal dans les mariages aristocratiques de l'époque. C'est une héritière, alors du côté paternel, c'est une fille du grand-duc de Toscane qui a régné dans les années 1570-1587, qui est le fils du fondateur de la dynastie comme Ier de Médicis, qui est une branche parallèle des grands Médicis connus du XVe siècle, comme l'Ancien et Laurent le Magnifique. Ce qui est intéressant pour Henri IV, je pense, et je vais y revenir rapidement, c'est le côté maternel de Marie de Médicis. Comme vous voyez, elle est fille de Jeanne d'Autriche, qui est une des filles de l'empereur. Alors, excusez-moi, c'est un peu de généalogie, c'est un peu rébarbatif, mais je vais simplifier les choses. Ferdinand Ier, c'est un frère de Charles Quint. Donc, si vous comprenez bien, Jeanne d'Autriche est la nièce de Charles Quint, et Marie de Médicis est une petite nièce de Charles Quint. Charles Quint, c'est intéressant parce que vous savez que lorsqu'il abdique dans les années 1556-1558 de ses deux couronnes, puisqu'il est à la fois roi d'Espagne et empereur, il divise son territoire, en quelque sorte, en deux. Les Habsbourg d'Espagne vont s'occuper des terres espagnoles, péninsule ibérique, Flandre. Les Habsbourg d'Autriche vont régner sur les terres héréditaires des Habsbourg et essayer de se maintenir, puisque c'est une monarchie élective, l'Empire, ne l'oublions pas, comme empereur. Et Charles Quint, donc, donne la couronne d'Espagne à son fils Philippe II, qui va la transmettre à son fils lui-même, Philippe III. Marie de Médicis est donc une cousine issue de Germain, du roi d'Espagne. Du côté impérial, elle est donc une petite fille de Ferdinand
et en gros une cousine, on va le voir rapidement, de l'actuel empereur. Voilà le schéma rapidement pour vous signaler un petit peu la configuration politique de ce mariage. Une princesse italienne toscane proche du pape, un élément important, et nièce, petite nièce ou cousine au deuxième ou troisième degré de deux souverains majeurs que sont l'empereur et le roi d'Espagne. Donc c'est un mariage éminemment politique qui se joue là. Voilà un petit peu pour situer le panorama de cette union. Le mariage est une opération complexe parce que le grand-duc de Toscane, qui est l'oncle à ce moment-là de Marie de Médicis, ne veut pas laisser bien évidemment partir sa nièce sans aucune confirmation du mariage. Le mariage est donc célébré officiellement dans la cathédrale Santa Maria del Fiore, qui est la grande, que vous connaissez, la grande cathédrale de Florence. Elle est célébrée en grande pompe et le roi de France Henri IV a donné procuration au grand-duc de Toscane pour jouer le rôle de l'époux. Donc c'est l'oncle de la mariée qui joue le rôle de l'époux. Et là, vous avez donc un des tableaux de la série de Rubens, dans lequel vous voyez le légat du pape, le cardinal Aldobrandini, qui est le neveu de Clément VIII, le pape alors au pouvoir, encadré du côté de la reine par des femmes qui sont proches de la reine. L'épouse, la première un petit peu habillée en noir, c'est Christine de Lorraine, qui est l'épouse du grand-duc Ferdinand Ier. Et derrière, c'est la sœur de Marie de Médicis qui a épousé le duc de Mantoue, la duchesse de Mantoue, qui est donc fille de la famille Médicis. Côté droit, vous avez deux personnes qui représentent le roi de France. Celui qui a été envoyé directement de Paris pour le représenter et mener à bien toutes les opérations, qui est le grand écuyer, M. de Bellegarde, et le résident français à la cour de Florence, qui est M. de Sillery. Voilà à peu près la scène donc, très solennelle qui se déroule le 5 octobre 1600 à la cathédrale de Florence. Le tableau est un peu plus tardif, donc il date des années 1620. Il a un petit goût assez différent de ce que peuvent donner les Florentins de l'époque. Et je vous donne une autre image, elle, un peu moins connue que le tableau de Rubens, mais qui est, je dirais, la représentation quasi officielle voulue par les Florentins, par Jacopo da Empoli, qui est un des peintres de cour des Médicis de l'époque, mais qui vous donne exactement la même configuration. Le légat du pape, le grand-duc de Toscane et sa nièce, les femmes côté gauche, les représentants du roi de France côté droit, et bien évidemment, ce qui pour l'Église est le moment clé d'un mariage, c'est-à-dire l'échange des consentements des époux. Je vous fais remarquer qu'il n'y a aucun représentant des parents ou d'un quelconque patriarcat qui s'exercerait sur l'épouse. Et le moment clé du consentement, c'est le moment de l'échange des anneaux, c'est ce que on appelle en italien sposalizio, qui est en plus un thème classique de la peinture de la Renaissance. Le mariage de Marie à Florence est un moment de très grande célébration, de fête qui dure sans discontinuer pendant plus d'une semaine, une dizaine de jours, jusqu'à la mi-octobre, le 15 octobre exactement. Marie de Médicis, accompagnée de la grande-duchesse, de sa sœur et d'une importante délégation de la noblesse florentine, prend la route de Livourne, qui est le port de mer du Grand-Duché, où elle va trouver la flotte des galères grand-ducales, les galères de l'ordre de Saint-Étienne, qui est l'armée navale du grand-duc de Toscane. De là, elle va remonter la côte, quelques étapes, La Spezia, Portofino, où elle s'arrête parce qu'il y a une tempête violente qui dure quasiment une semaine et la bloque, puis Savone, puis après la côte française, Antibes, Toulon, où elle arrive le 3 novembre, entrée solennelle le 5 novembre à Marseille. Alors, comment cela nous est connu au niveau un peu de la narration? Il y a deux sources importantes, anciennes, qui sont à la fois, je dirais, déjà des élaborations historiques, mais en même temps qui participent un peu du témoignage, puisque ce sont des auteurs proches du moment, qui sont précieux pour connaître l'histoire de Marseille et de la Provence. Une, c'est la fameuse histoire de la ville de Marseille d'Antoine de Rufy. Alors Antoine de Rufy, c'est intéressant
J'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est à la fois, il est conseiller du roi, comme vous le voyez sur le titre, en la sénéchaussée de Marseille, c'est-à-dire que c'est un officier de justice, un officier royal, hein, et en même temps, c'est quelqu'un qui a joué un rôle important dans la municipalité, il a été consul, il a plusieurs fois, etc. Bien. De l'autre côté, c'est quelqu'un de tout à fait différent, c'est Honoré Bouche, c'est un ecclésiastique. Les deux ouvrages sont importants car ils nous donnent un récit de ce qui se passe à Marseille entre le 5 et le 16 novembre. Un autre document très intéressant est une chronique beaucoup moins connue, d'un chroniqueur qui est un chroniqueur cette fois-ci national et européen, qui est Palma Caillé, et qui publie en 1605 une chronologie septénaire. Pourquoi septénaire? Parce que c'est les années 1598-1605, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé après la paix religieuse et la signature de l'édit de Nantes. Il est extrêmement détaillé sur à la fois le mariage, toute la séquence, hein, qui va du mariage de Marie de Médicis à Florence jusqu'à son arrivée à Lyon, puisque c'est seulement à Lyon, au début de décembre, qu'elle connaîtra son mari et que le mariage sera très officiellement consommé. Voilà un petit peu sur quoi on peut s'appuyer, mais au niveau, disons, marseillais, nous avons d'autres sources très intéressantes, mais plus difficiles à utiliser car moins narratives. Les archives municipales sont des archives extrêmement riches pour la période, notamment avec deux séries que j'ai utilisées, mais rapidement parce que ce sont des choses très méticuleuses à utiliser et cela peut facilement faire l'objet d'une publication écrite, mais ça passe plus difficilement, je dirais, à l'oral, mais je vais résumer ça très rapidement. À partir du mois de mai-juin, les consuls, donc la ville de Marseille est à l'époque dirigée par un consulat, les consuls reçoivent la nouvelle que la reine de France et le roi de France, Henri IV, se rendront à Marseille. Le roi de France, Henri IV, viendra en personne se déplacer pour accueillir celle qui doit devenir, depuis le mariage à Florence, la reine de France. Donc les consuls commencent à se préparer et dès le départ font le cadeau de 12 000 livres à la royauté pour financer, font cadeau, décident de lever 12 000 livres pour financer l'événement. Et vous le voyez ici, donc je vous laisse, c'est une délibération du 6 juin 1600 qui est dans le registre, la série BB, c'est la série des délibérations du Conseil de ville. Et le bureau de ville se réunit, je vous cite, c'est le titre tout à fait en haut, que vous pouvez relire facilement, tout à fait en haut du document, pour imposer des droits pour suppléer à la dépense de l'entrée du roi et de la reine. L'entrée du roi et de la reine, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un élément. C'est un élément qui revient en permanence quasiment à l'arrivée de Marie de Médicis, car le roi de France, jusqu'au dernier moment, est attendu et la ville est convaincue que Henri IV sera bien évidemment présent pour accueillir son épouse. Alors, cette série de délibérations est très précise car elle donne dans le détail la description de toutes les décisions de la ville pour organiser le décor urbain et les événements qui vont scander le séjour de Marie de Médicis. Vous verrez qu'ils ne sont pas très nombreux, j'y reviendrai. L'autre série, c'est la série des comptes municipaux. Si vous commandez des décors, si vous préparez des fêtes, il est bien évidemment qu'il faut les payer. Et c'est intéressant parce que la comptabilité d'une ville donne des détails très précis sur les objets qui sont commandés. Les peintures, les décorations, les sculptures, les décors urbains, les cadeaux que l'on fait, etc. Donc c'est une série extrêmement précieuse pour comprendre dans sa matérialité l'organisation de l'entrée de Marie de Médicis. Ce qui m'a intéressé ici, c'est de faire un petit peu une comparaison entre ce qui peut se passer en Italie et ce qui se passe en France au même moment. Pour montrer à la fois les décalages, on n'est pas dans le même monde, et en même temps, ces décalages s'expliquent car nous ne sommes pas du tout dans le même cadre d'événements. Et c'est un petit peu ce que je voudrais vous montrer maintenant. Nous sommes à Florence, fin septembre, la date a été fixée, 5 octobre, pour célébrer le mariage officiel entre la nièce du grand-duc régnant, Marie de Médicis, et le roi de France, représenté dans ce cas, comme je vous l'ai dit, par le grand-duc lui-même, à savoir Ferdinand de Médicis. Dès que le mariage est célébré, le soir même a lieu un très grand banquet qui réunit à la fois les personnalités politiques qui sont venues de différents États de la péninsule, les ambassadeurs présents et la noblesse de la ville, justement pour célébrer et se réjouir du mariage.
Cet mariage et les fêtes qui suivent sont pour l'État toscan, et donc pour le grand-duc de Toscane, un événement politiquement extrêmement important. Et le grand-duc confie à un membre de la noblesse qui est en même temps un auteur, poète et artiste important, et qui est le petit-neveu de Michel-Ange. Michel-Ange s'appelle Buonarroti, comme vous le savez. Et donc Michelangelo Buonarroti Junior, si vous me permettez l'expression, il a la charge, Michelangelo Buonarroti Junior, de rédiger une chronique très précise de toutes les fêtes qui auront lieu depuis le mariage jusqu'au départ de la reine. Donc, ce qui nous permet de connaître très très bien ce qui s'est passé. Alors, je vous fais remarquer le titre, description des très heureuses noces de Sa Majesté très chrétienne, vous savez que c'est le titre du roi de France, le roi très chrétien, Madame Marie de Médicis, reine de France et de Navarre, par Michelangelo Buonarroti. Je vous fais remarquer le blason, ou du moins l'écusson qui se trouve en pleine page, les armes de France et de Navarre, les deux couronnes de France et de Navarre. Donc c'est une célébration, bien évidemment, du lien qui unit désormais la Toscane à la France. C'est un moment important car la Toscane le grand-duc essaie de, distendre un peu la pression, les liens qui le rattachent à l'Espagne, des liens très très forts. Les Espagnols sont très présents dans la péninsule italienne. Et une alliance avec le roi de France lui permet justement de trouver un certain équilibre, une certaine indépendance politique dont il avait de la peine à jouir jusqu'à présent. Donc l'accent est mis très clairement sur le lien avec la France. Ces fêtes sont très connues, notamment par tous les gens qui font de l'histoire de l'art et notamment de l'histoire de la musique, car c'est l'occasion. Alors, j'ai déjà dit, ce sont des fêtes continues, elles ont lieu dans différents endroits de la ville, au Palazzo Vecchio, qui est le vieux centre politique de Florence, au Palais des Offices juste à côté, au Palais Pitti qui est devenu, qui est devenu, de son ancêtre, la résidence grand-ducale officielle, dans un certain nombre de palais de la haute noblesse florentine, dont le palais Riccardi, qui est un petit peu à l'écart, pour ceux qui connaissent Florence, au niveau de la gare de Florence actuellement, à peu près, dans cet endroit-là. Bien, ça a laissé une trace très importante car il y a des fêtes d'un type nouveau et des théâtres, des spectacles d'un type nouveau. Je vous donne ici les couvertures de deux publications immédiates, 1600, vous voyez, contemporaines de la célébration. À gauche, c'est en gros, disons les choses simplement, les musicologues diraient que je ne suis pas sérieux et que j'emploie des mots très anachroniques. Le premier opéra mondialement connu dont nous avons conservé la musique et le texte, qui est l'Eurydice, Euridice, la musique est d'un noble florentin, Jacopo Peri, et le texte est d'un poète que Ferdinand, un poète romain que Ferdinand a amené à la cour de Florence, Ottavio Rinuccini. Bon, Eurydice, bel exemple de mythologie matrimoniale, l'époux qui va chercher la reine aux enfers, etc. Bien. Je passe sur vous comprenez tout à fait l'allusion. À côté, un deuxième qui n'est pas vraiment un opéra, qui est une gigantesque pastorale, Il Rapimento di Cefalo, sur un texte de Gabriel Cabrera, qui est un grand poète à la cour des Médicis et qui est d'origine génoise. Donc, voilà deux grands éléments, mais à côté de cela, toute une série de choses. Ce sont des fêtes très spectaculaires, durant lesquelles on donne des spectacles, musique, danse, etc., théâtre, et qui, justement, donnent vie pendant une dizaine de jours à la ville de Florence et mettent quasiment, on dirait de nos jours, Florence au cœur de l'attention internationale. Je ne suis pas certain que ce soit le cas, mais la publication orchestrée par le pouvoir grand-ducal de l'ensemble des fêtes qui ont eu lieu montre bien l'importance politique et le bénéfice politique recherché par le pouvoir toscan. Bien, passons à Marseille. Qu'est-ce que c'est que la ville de Marseille en 1570 ? C'est une image, alors c'est la première vraie image que nous ayons de Marseille, bonne image. C'est un plan qui est probablement d'origine allemande, probablement, qui est publié dans les années 1570
dans une œuvre en plusieurs volumes qui s'appelle Le théâtre des villes du monde, édité par Georg Braun et Franz Augenberg, donc deux Allemands, publié à Cologne. Et nous avons là la première vue de la ville de Marseille, que bon, vous pouvez imaginer, une ville portuaire, vous voyez très clairement le vieux port qui existe déjà et fort bien dessiné, une ville ceinte de murailles, aussi bien du côté de la mer que du côté de la terre, une ville qui est en quasi-totalité au nord du vieux port, qui a déjà un certain nombre d'éléments de défense. La reine arrive. Alors, bon, il se trouve que sur le plan de Braun et Augenberg, vous avez une galère qui entre dans le port, mais on peut imaginer que c'est à peu près la configuration de... On a une image de ce qui a pu se passer en ce début de novembre avec l'arrivée de la reine. L'événement est surprend de façon évidente, car la reine d'abord n'arrive pas seule. 7 galères toscanes, 5 galères pontificales, 5 galères de l'ordre de Malte. C'est-à-dire en gros 3 des puissances maritimes importantes du bassin occidental de la Méditerranée. Les seuls côtés italiens qui ne sont pas présents parce qu'elles ne sont pas impliquées dans l'affaire, c'est les galères génoises. Mais la République de Gênes, lorsque Marie de Médicis est passée au large, a proposé son escorte. La reine l'a décliné. Les galères espagnoles ne sont pas là, mais elles n'avaient rien à faire du côté italien, c'est évident. Alors, un texte tout à fait étonnant que nous pouvons lire ensemble parce que c'est la description de la galère amirale sur laquelle se trouve Marie de Médicis. La reine s'arrêta aux îles jusqu'à 4 heures, aux îles, donc vous avez compris, au Frioul, après-midi, qu'elle prit la route du port. Elle montait une galère la plus richement embellie qu'on ait jamais vue. Elle avait 70 pas de long, donc en gros une vingtaine de mètres de long, et 27 rames, donc 27 rangs de rameurs. Elle était toute dorée au dehors, c'est ce que l'on voit sur le tableau de Rubens, et 27 rames de chaque côté. Excusez-moi, elle était toute dorée au dehors, et la poupe, dont le bord était marqueté de cannes d'Inde, de grenatines d'ébène, de nacre, d'ivoire et de lapis, était couverte de 20 cercles de fer enrichis de topazes, d'émeraudes et autres pierreries, avec un grand nombre de perles pour les distinguer. Les armes de France, composées de diamants de grande valeur, et celles de Toscane de 5 gros rubis, vous savez, c'est les fameuses boules des Médicis, d'un saphir, d'une grosse perle au-dessus et d'une grande émeraude entre deux, étaient près du siège de Sa Majesté. Il y avait outre cela une croix de diamants et une autre de rubis. Les chambres de la galère étaient tapissées de drap d'or, les vitres de cristal, les rideaux de drap d'or à franges, les forçats, entendez les rameurs, vêtus d'écarlate rouge, avec leurs bonnets enrichis de fleurs de lys d'or. Cette galère était accompagnée, je vous l'ai déjà dit, de 6 autres florentines, de 5 du pape et de 5 de Malte. Voilà un peu le bâtiment qui se présente à l'entrée du Vieux-Port. Alors, que sait-on de ce qui se passe ? La ville s'était préparée, je vous l'ai déjà dit. 6 juin, vous avez vu la délibération, on vote, on lève une somme sur la ville pour faire face aux dépenses. Ce qui se prépare, c'est ce que l'on appelle dans la ritualité politique du Royaume de France une entrée royale. C'est une chose assez classique depuis le XIVe siècle, d'un événement ritualisé lorsque un souverain, pour la première fois, se rend dans une des villes de son royaume. Ça ne se fait pas n'importe comment, parce que les villes sont dotées d'une certaine autonomie, et en même temps, ces villes appartiennent au royaume, donc sont sujettes du roi. Donc c'est un rituel qui marque une espèce d'échange, une espèce de renouvellement d'un pacte ou d'un contrat entre le souverain et une des collectivités importantes du royaume, que sont les villes. Depuis le XVe siècle, on parle de bonnes villes, c'est-à-dire des villes qui sont désormais à l'écoute et attentives et reconnaissantes envers le roi. Donc c'est un signe de respect et d'obéissance, mais l'entrée royale, c'est aussi un moment au cours duquel le roi ne rentre pas librement, les échevins ou les consuls viennent lui remettre les clés de la ville, en échange de quoi le souverain reconfirme les privilèges de la ville. Vous
savez que dans l'Ancien Régime, on n'est pas dans un système de code unifié, de code civil unique. Chaque ville a des privilèges, chaque ville a des droits spécifiques qui les distinguent des autres et qui ont souvent été négociés avec le roi, qui sont liés à l'histoire de la ville. L'entrée royale est un moment où, justement, on reconfirme ce pacte royal. Alors que fait-on? Première chose, on décore la porte par laquelle le roi va rentrer. Alors là, on est dans des éléments qui ont disparu du paysage urbain marseillais, mais alors, pour situer un petit peu la chose, entre le conseil régional et le centre-bourg, à peu près, voilà, se situe la porte royale. Et dans les comptes de la ville et dans les délibérations municipales, vous voyez, il est prévu de construire un arc de triomphe à l'entrée de la porte royale, un arc de triomphe qui sera doté de statues et de peintures spécifiques et qui va être le plus grand arc de triomphe que l'on ait dans la ville. Mais la ville va avoir, tout au long du parcours du souverain en ville, 5 arcs successifs qui vont jalonner le parcours. La ville est une ville qui a une force particulière, qui a une force militaire. Et on recrute, on désigne, en plus des capitaines ordinaires qui dirigent l'infanterie de la ville, comme elle porte son nom, 8 capitaines qui vont renforcer cette infanterie marseillaise, cette, en gros, force, cette milice citoyenne de la ville, et qui vont être chargés notamment d'accueillir la reine côté mer avec des salves de mousqueterie lorsque la galère va rentrer dans le port. Donc il y a un dispositif, comme vous allez le voir, qui est double. Côté terre, l'arrivée du roi, côté mer, l'arrivée de la reine. Donc côté terre simple, des arcs de triomphe qui vont de la porte royale jusqu'à la loge, c'est-à-dire à l'hôtel de ville. Côté mer, toute une série de dispositifs le long du port, jusqu'à la construction d'un énorme ponton devant la loge, ponton auquel la galère va aborder. Et vous l'avez vu un petit peu esquissé, on voit que la galère arrive, devant il y a une espèce de pan incliné, avec une personne qui s'incline, portant un manteau, une cape aux fleurs de lysée, qui est la symbolisation du pouvoir royal. Vous voyez à gauche, justement, alors le Vieux-Port n'a pas exactement la configuration de nos jours. L'hôtel de ville est beaucoup plus modeste que l'hôtel de ville Louis XIVien qui est actuellement sur le Vieux-Port. Vous voyez quand même quelques galères ancrées dans le port, elles ne sont sûrement pas aussi nombreuses à l'époque. Et un autre élément important, c'est tout en haut, c'est le B de la légende. C'est un bâtiment assez modeste qui est le palais du lieutenant du roi, donc en gros l'endroit où la monarchie est présente dans la ville de Marseille. Voilà un petit peu le dispositif. La ville nomme un maître de camp à la tête de sa troupe, qui est quelqu'un d'assez important, qui est Jean-Baptiste de Forbin, sieur de Gardanne. Bon, si vous êtes un petit peu familier de l'histoire de Marseille, vous savez que les Forbins sont une famille extrêmement importante. Ce Forbin était fils de Claude de Forbin et de Madeleine Grimaldi, donc il y avait des relations, je dirais, avec le monde italien. C'est une Grimaldi du comté de Nice, ce n'est pas des Grimaldi génois. Bon, de toute façon, il y a des liens entre eux, mais pas directement liés à Gênes. Et ce Corbin avait épousé une Désirée de Lanches, c'est-à-dire en gros une femme de la noblesse corse, puisque la famille de Lanches sont des Corses qui s'installent à Marseille au cours du XVIe siècle. Donc voilà, quelqu'un qui est très lié avec le monde méditerranéen. La Corse est à ce moment-là italienne, puisque c'est un territoire de la République de Gênes, depuis que Nicolas V, le pape, l'a donné dans les années 1450 à la République de Gênes. Alors, que fait la ville ? Au niveau symbolique, 2 choses. On le trouve dans les contes, la fabrication d'une clé en or qui sera remise normalement au roi. Je vous ai parlé, le signe de la ville reconnaît l'autorité du souverain en lui donnant les clés de la ville, mais le souverain ne fera pas comme Louis XIV, il ne fait pas casser les portes pour rentrer, on lui donne une clé pour rentrer civilement, si on peut dire. Et de l'autre côté, à Marine Médicis, pour reconnaître le mariage, une sculpture en argent représentant le roi et la reine, qui est décidée et réalisée au cours de septembre 1600, c'est ce que nous donnent les contes. Alors il y a des choses beaucoup plus énigmatiques, notamment un monument de la Lune qui est un char. Bon, très souvent dans les entrées royales, il y avait un défilé avec des chars représentant des figures allégoriques, et soit retraçant l'histoire de la ville, soit donnant un certain nombre de significations symboliques sur l'événement. Là, il y a un monument de la Lune. Pour l'instant, je n'ai pas encore
compris de quoi il s'agissait, mais je pense que notamment dans les contes de la ville, on doit trouver des éléments permettant de comprendre. À la fin septembre, on tapisse les rues et une partie des immeubles qui sont sur tout au long du parcours royal. Et donc, je l'ai dit, on construit un ponton qui permet au souverain à Marie Médicis de descendre de son bateau. Alors, Marie arrive, je vous l'ai dit, le 3 novembre. Elle est accueillie à la fois par le connétable, qui est en gros le chef des armées, si on peut dire, du roi, et qui représente le roi, puisque Henri IV a fait savoir peu de temps avant qu'il ne pouvait pas se rendre. Alors, Henri IV est impliqué dans des opérations militaires contre le duc de Savoie, et à la mi-octobre, ses armées ont réussi un coup important, qui est la prise de la forteresse de Montmélian, qui est une forteresse en hauteur, au-dessus de la ville, et qui a très longtemps résisté. Alors, Henri IV est d'autre part, de façon certaine, en déplacement avec la maîtresse du moment, et donc ne semble pas être très pressé de rencontrer la future reine, que l'on lui a présentée comme quelqu'un qui n'était pas forcément extrêmement désirable. Enfin bon, bref. Il ne la rencontrera que quasiment un mois plus tard à Lyon, hein, donc le chemin entre Marseille et Lyon va durer, et c'est une des raisons, d'ailleurs, les incertitudes sur la date de la rencontre qui font que Marie de Médicis, qui n'aurait pas dû rester longuement à Marseille, reste jusqu'au 16 novembre, c'est-à-dire 13 jours. Et c'est aussi une des raisons, je pense, pour lesquelles la ville de Marseille n'a pas préparé d'activité particulière en dehors des rituels de l'accueil et de l'entrée du souverain. Alors, je passe assez rapidement sur l'entrée elle-même, elle est assez classique. Accueil sur le moment même par les consuls. Le roi de France a envoyé quand même une très grande représentation. Je vous passe la liste, elle est impressionnante. En dehors des hauts officiers de la couronne que sont le gouverneur de Provence, le duc de Guise, le connétable, le chancelier, des membres du conseil privé, une délégation très importante d'ecclésiastiques. Je cite rapidement l'archevêque d'Aix, d'Arles, l'évêque de Marseille, l'archevêque de Paris, l'évêque d'Auxerre, de Vabre, de Lisieux, de Fréjus, de Vence, de Lavaur, etc. Bon, il y a une foule importante. Côté arrivée, les sources florentines donnent 2000 personnes. Je ne sais pas si c'est exact ou si c'est simplement un chiffre destiné à impressionner par le montant. On n'est quand même pas au XVIe siècle dans une culture du chiffre et de la statistique. En revanche, c'est la valeur qualitative, hein, le poids du chiffre qui importe, pas le chiffre lui-même. Bien. Alors, que se passe-t-il? Feu d'artifice le soir et surtout une cérémonie importante le lendemain. Quoi comprendre, il y a quelques difficultés parce que les sources ne sont pas totalement concordantes et ça nécessiterait un peu plus de travail que ce que j'ai pu faire. L'impression que j'ai, c'est que le premier jour, le 3, c'est essentiellement la ville qui accueille, et le lendemain, c'est le roi qui accueille en envoyant ses représentants, avec deux personnes extrêmement importantes, dont une des très fameuses, qui est Guillaume du Vers. Guillaume du Vers sera le futur chancelier dans les années 1610, et à l'époque, il est président du Parlement de Provence, donc en gros, le plus important représentant du roi après le gouverneur de la province en Provence. Et Guillaume du Vers est un fin lettré et donne un discours qui va être rapidement publié. Alors pas de façon autonome comme ça si souvent, mais une des premières publications est justement dans la chronique septénaire de Palma-Caillé que je vous ai présentée, où on a le très beau discours, qui est un discours, alors, je dirais tout à fait attendu, d'accueil de la reine, de célébration des deux puissances, Toscane et France, et du souhait que rapidement la reine donne un héritier mâle à la couronne qui assurera la stabilité au royaume, stabilité qui est rendue possible grâce à la paix qu'a pu obtenir le roi de France pour ses diverses qualités, etc. Donc voilà. Également, discours qui a été retrouvé plus récemment par une historienne dans les années 70 qui n'était pas connue jusqu'à présent, de M. de la Cépède, qui est le second président de la Cour des Aides. Je dis second président, c'est lui qui représente parce que le premier président est décédé peu auparavant, et donc c'est lui qui vient présenter
là encore, l'hommage des cours souveraines qui sont bien évidemment la représentation du roi. Alors, après, mais justement, par rapport aux fêtes florentines, je dirais, on a un peu de déception, puisque pas de musique, pas de bal, pas de festin, quelques festins solennels offerts par la ville notamment, mais le séjour est plutôt scandé dans les chroniques par la visite aux églises, l'assistance à des messes, etc. Donc on a l'impression que justement la ville n'a pas prévu, et le roi n'a pas prévu, de célébrations identiques à celles qui avaient pu avoir lieu à Florence. Alors, cette question, cette dissymétrie entre les fêtes florentines et les fêtes françaises tout au long du cheminement de Marie de Médicis jusqu'à Lyon a fait l'objet d'un très bel article il y a quelques années d'une musicologue, Catherine Deutsch, qui s'est étonnée justement de la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'elle constate que, alors que déjà les spectacles florentins sont absolument étonnants, le fameux rapt de Céphalée, il y a un chœur de 100 musiciens, 100 chanteurs, un orchestre de 50 musiciens, il y a 4000 personnes qui assistent au théâtre. C'est vraiment quelque chose de monumental. Du côté français, c'est beaucoup plus modeste, et je pense que c'est que le statut des fêtes de chaque côté n'est pas le même. À Florence, on a de façon évidente des fêtes de cour, donc dans le cadre de la cour toscane, à un moment où la cour toscane et le grand-duc de Toscane essaient de s'imposer comme le premier souverain en Italie, le premier prince d'Italie, avec une concurrence assez forte avec d'autres souverains. Et donc, réussir une seconde alliance des Médicis avec le roi de France est pour eux un moment de s'affirmer comme la première puissance de l'Italie, après le pape bien évidemment, mais le pape a envoyé son légat et il a joué un rôle important dans les négociations pour le mariage. Du côté français, ce n'est pas du tout le cas. On n'est pas dans le cadre de fêtes de cour. Hein. Ce n'est pas le roi de France qui célèbre son mariage devant la noblesse. C'est des villes qui reconnaissent le passage dans leurs murs du souverain et qui le font dans le cadre d'un rituel politique très classique qui est celui de l'entrée royale. Donc on n'est pas du tout dans le même cadre et ce n'est pas du tout, je dirais, un décalage entre deux cultures. La cour de France a donné de très grands ballets qu'on connaît sous Henri III, donc a été le cadre d'événements musicaux et théâtraux de première importance. Mais les fêtes à Marseille ne sont pas des fêtes de cour, ce sont des fêtes urbaines qui insèrent la ville dans un dispositif politique où les villes ont un rôle important à jouer. Je voulais juste revenir sur le tableau de Marie de Médicis peint par Rubens, qui est quand même une image extrêmement forte et qui donne à l'événement une part de son ampleur. Parce que vous avez entendu, ce tableau de Rubens, je dirais, s'appuie et est redoublé par une série de textes. Le texte que je vous ai lu, c'était celui d'Antoine de Ruffy, mais on trouve à peu près le même texte dans la chronique septénaire de Palma-Caillé. On trouve à peu près le même texte dans Honoré Bouche, Histoire chronologique de Provence. Donc c'est un texte qui circule. Les fastes de l'accueil de Marie de Médicis à Marseille. Et Rubens en rend tout à fait clairement compte. Alors bien sûr avec un cadre mythologique qui n'a rien à voir avec le réel, mais qui simplement insère la reine dans un dispositif très large de pouvoir et qui reconnaît ici le rôle de la souveraine. Voilà, une première recherche sur cet événement marseillais de toute première importance, mais qui encore, je dirais, conserve un certain nombre d'inconnus, d'incertitudes et de zones d'ombre que j'essaierai probablement à l'avenir d'élucider un petit peu mieux. Voilà.